Il lui a dit que la signature n'était qu'une simple formalité pour protéger leur héritage. Mais il ne voulait pas le protéger, il voulait le liquider. Il pensait que la matriarche de cette famille n'était qu'un actif de plus sur un bilan. Il ne savait pas que le véritable testament de leur famille n'est pas écrit sur du papier, mais gravé dans la loi, par une juge qui n'oublie jamais rien. Avez-vous déjà vu votre dévouement de toute une vie être effacé par une condescendance désinvolte ? A-t-on déjà rejeté votre sagesse, la qualifiant de sentimentale ou de dépassée ? Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir la paix familiale et défendre la vérité qui vous ronge de l'intérieur ? Ce n'est pas une chaîne sur le pardon, c'est une chaîne sur les conséquences. Nous sommes ici pour documenter le moment où la facture est présentée. Restez avec nous et soyez témoins du coût total et ruineux du manque de respect. Le domaine de Rochefort n'était pas un simple lopin de terre. C'était un royaume, sculpté dans le calcaire et le soleil de France par 3 générations. Françoise, à 70 ans, en était la gardienne silencieuse. Elle n'avait pas simplement épousé le domaine, elle lui avait insufflé son âme. Dans sa jeunesse, elle avait renoncé à une carrière prometteuse de botaniste à Paris, choisissant l'amour et la terre plutôt que les louanges des académies. Son mari, un homme bon mais un vigneron passable, avait fourni le nom. Françoise, elle, avait apporté la vision. C'est son palais qui avait identifié les parcelles sous-estimées, son intelligence qui avait restructuré les finances, sa patience qui avait transformé un vin de table rustique en un cru primé. Le domaine n'était pas son héritage par le sang, mais par le sacrifice. Chaque cep de vigne était un monument à une vie de travail invisible, un dévouement que son fils unique, Julien, considérait désormais comme acquis. Julien, à 45 ans, était un homme pressé. Il portait des costumes trop chers pour le vignoble et parlait de disruption et de monétisation à des vignerons dont les mains connaissaient la terre depuis leur enfance. Pour lui, la tradition était une ancre, pas une fondation. Les humiliations commencèrent comme de fines piqûres d'impingle, presque imperceptibles. Lors de la dégustation pour l'assemblage du millésime, Françoise avait passé des heures à prendre des notes méticuleuses, ses cahiers en cuir remplis d'une écriture élégante décrivant des nuances de silex et de fruits noirs. Julien jeta un coup d'œil distrait à ces pages. « Maman, c'est charmant, mais nous devons penser avec nos chiffres, pas avec nos poèmes. Le marché veut du rendement, du boisé facile à vendre. » Il balaya d'un geste la sagesse de 50 récoltes. Françoise ne dit rien, ravalant l'amertume avec le vin. Une semaine plus tard, une réunion cruciale avec un distributeur asiatique eut lieu. Julien l'organisa à Lyon, à 2 heures de route. Il oublia de l'en informer que la veille au soir. « Oh, je suis désolé, j'ai pensé que ça t'ennuierait. C'était très technique, que des projections financières. Tu n'aurais pas trouvé ça intéressant. » Il lui souriait, ce sourire lisse qui masquait une cruauté profonde. Il la confinait au rôle de figure décorative, la reine-mère d'un royaume dont il avait déjà saisi les leviers du pouvoir. La coupure la plus profonde eut lieu en public. Devant les ouvriers viticoles, Françoise donnait des instructions calmes mais fermes sur la taille en verre, une technique délicate qu'elle avait perfectionnée pour concentrer la saveur des raisins. Julien arriva, les mains dans les poches, et l'interrompit d'une voix faussement douce. « Allons, allons, maman, ne fatigue pas ces braves gens des vieilles méthodes. Nous avons une nouvelle machine qui fait ça beaucoup plus vite. C'est plus efficace. Repose-toi, tu l'as bien mérité. » Il posa une main sur son épaule, un geste qui se voulait protecteur mais qui était en réalité un acte de destitution publique. Il la réduisait à une vieille femme fragile et sénile devant les mêmes personnes qui, pendant des décennies, avaient suivi ses ordres avec un respect sans faille. La pitié dans leurs yeux fut plus insupportable que l'insulte elle-même. C'est ce soir-là, dans le silence du grand manoir, que Françoise sentit le sol se dérober. Le doute s'insinua. Peut-être avait-il raison, peut-être était-elle dépassée. C'est dans cet état d'âme vulnérable qu'il lui présenta les documents quelques jours plus tard. Une pile de papiers officiels, dense et intimidant. « Juste une signature ici, maman. C'est pour créer une nouvelle structure juridique, pour protéger le domaine des impôts sur la succession. C'est pour tout te simplifier, pour que tu n'aies plus à t'en soucier. » Elle le regarda, cherchant une lueur de l'enfant qu'elle avait élevé. Elle ne vit qu'un homme d'affaires impatient. Épuisée par la guerre psychologique, elle signa.
Ce n'est que le lendemain matin que la vérité éclata. Elle passait devant la bibliothèque, l'ancienne forteresse de son mari, lorsqu'elle entendit la voix de Julien, au téléphone. Sa voix était différente, libérée, triomphante. Non, c'est fait. Elle a tout signé ce matin, sans même lire. Tu parles d'une formalité. La vieille femme est bien plus fragile que je ne le pensais. Elle est convaincue que c'est pour la protéger. Elle ne se doute de rien. Le contact avec le consortium est confirmé pour mardi. Ils vont raser les vignes. Ils adorent l'emplacement pour leur projet hôtelier de luxe. Oui, on va transformer ce tas de cailloux en béton et en cash. L'héritage, c'est le chèque que je vais encaisser. Françoise s'immobilisa dans l'ombre du corridor. Le froid n'était pas dans la pierre du château, il était dans ses veines. Chaque mot était un éclat de verre dans son cœur. Il ne l'avait pas seulement trahi. Il avait anéanti sa vie, son œuvre, sa raison d'être avec un simple rire étouffé au téléphone. Elle resta là, immobile pendant une minute entière, le son du mensonge résonnant dans le silence. Puis elle se redressa. La femme fragile et sentimentale venait de mourir. La matriarche venait de renaître. Et dans ses yeux, une flamme froide et ancienne s'alluma. Une flamme qui n'était pas de tristesse, mais de pure stratégie. Le choc ne dura qu'un instant. Une fissure glaciale dans le marbre de son sang-froid. Françoise ne pleura pas. Les larmes étaient une dépense d'énergie qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle se détourna de la bibliothèque, traversa le couloir et monta les escaliers, ses pas mesurés et silencieux sur le vieux bois. Elle n'entra pas dans sa propre chambre, mais dans le bureau de son défunt mari, une pièce qu'elle avait rarement utilisée, sentant encore la cire d'abeille et son tabac à pipe. C'était la forteresse de l'ancien patriarche. Ce soir, elle devenait son quartier général. Elle ignora le bureau massif et se dirigea vers une bibliothèque en chêne. Derrière une rangée de classiques de la littérature française, elle pressa une section cachée de la boiserie. Un petit tiroir secret s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de vieilles lettres d'amour, mais un unique document, relié en cuir bleu marine, bien plus ancien que celui qu'elle avait signé la veille. Le titre était embossé en lettres d'or, « Statut constitutif du domaine de Rochefort, 1985 ». Elle posa le document sur le bureau, l'ouvrit à une page marquée d'un fin ruban de soie et composa un numéro sur son téléphone. Pas le numéro d'un avocat. C'était un numéro privé, mémorisé depuis 30 ans. Élise, c'est Françoise. Il l'a fait. Le lendemain matin, le décor avait changé. Pas de vigne, pas de terre, juste le parquet à chevrons d'un élégant appartement parisien surplombant le parc Monceau. Une femme, Élise Renaud, vêtue d'un tailleur pantalon sobre mais d'une coupe impeccable, lui faisait face. Élise n'était pas dans sa robe de magistrat, mais l'autorité émanait d'elle comme un aura. Ses yeux, vifs et intelligents, brûlaient d'une indignation froide qui faisait écho à la rage contenue de Françoise. Raser les vignes ? Pour un hôtel ? Il a perdu la raison ou il est simplement aussi stupide que cupide ? Il vend l'âme de votre famille pour du béton et des mini-bars. Il pensait que j'étais une relique sentimentale, une vieille femme fragile qui ne comprend rien aux affaires. Il m'a vue comme un obstacle, pas comme une forteresse. C'est son erreur, une erreur fatale. Élise se pencha en avant, posant sa tasse en porcelaine. « Montre-moi ». Françoise fit glisser le document relié de cuir sur la table. Elle l'ouvrit à l'article qu'elle avait relu toute la nuit, l'article 7 bis. Tu te souviens ? Il y a 30 ans, quand nous avons créé la nouvelle société pour protéger le domaine, ton père venait de décéder. Ton mari était terrifié par les droits de succession. Nous avons passé des nuits entières sur ces statuts avec les avocats. Et au dernier moment, poursuivit Françoise en traçant une ligne de texte, j'ai insisté pour ajouter ceci. La clause de la gardienne. Mon mari pensait que c'était une de mes excentricités poétiques. Les avocats l'ont qualifiée de structurellement inhabituelle mais légalement inattaquable. Elle stipule que tout transfert de propriété du bloc d'action majoritaire, même consenti, est nul et non avenu s'il n'est pas validé par un arbitre indépendant nommé à vie dans les statuts. Un arbitre dont le seul devoir est de certifier que la transaction sert la pérennité de l'héritage viticole familial et non un gain financier à court terme. Le silence s'installa. Un sourire lent, froid et absolument dévastateur se dessina sur les lèvres de la juge Élise Renaud.
Et qui est cet arbitre, je te prie ? Toi, Élise, juge à la Cour d'appel de Paris. Et en cas d'incapacité, ton successeur désigné. Le piège n'était pas dans ma suspicion, mais dans sa propre arrogance. Il a étudié les bilans financiers, mais il n'a jamais lu l'histoire. La juge Élise se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. C'est magnifique. C'est d'une cruauté chirurgicale. Il a signé son propre arrêt de mort financier avec son propre stylo. Elle se retourna, l'amitié dans ses yeux maintenant remplacée par l'acier du prétoire. Voici comment nous allons procéder. L'action ne viendra pas de Françoise, la mère trahie. Elle viendra de l'appareil d'État. Mon greffier va émettre une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de recevoir. Froide, bureaucratique, terrifiante. Elle l'informera que la transaction, telle que décrite dans ce document signé, est actuellement sous examen pour une potentielle violation de l'article 7 bis des statuts de la société. Elle demandera la suspension immédiate de tout contact avec des tiers acquéreurs, sous peine de poursuite pour préjudice aggravé. Elle s'arrêta. Il ne recevra pas une lettre de sa maman. Il recevra une lettre de la République française. Le coup de grâce arriva 3 jours plus tard. Dans la grande salle à manger du domaine de Rochefort, Julien célébrait. Il avait sabré une bouteille de champagne, un millésime qu'il n'avait pas créé. Il parlait fort au téléphone avec un de ses contacts du consortium, se vantant de sa victoire éminente. C'est alors qu'un employé lui apporta le courrier. Au milieu des factures, une enveloppe rigide avec l'entête officielle de la Cour d'appel de Paris. Confus, il l'ouvrit. Son sourire se figea. Ses yeux parcouraient les lignes de jargon juridique, butant sur les mots « mise en demeure »,« article 7 bis »,« arbitre Élise Renaud ». Une sueur froide perla sur son front. Le verre de champagne trembla dans sa main. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Quelque chose de terrible venait de se produire. Paniqué, le visage livide, il raccrocha brutalement, sortit son portable de sa poche et appuya sur une touche de numérotation rapide. La caméra zooma sur l'écran. Le nom affiché était « Maman » à Paris, dans le calme de l'appartement d'Élise. Le téléphone de Françoise vibra sur la table. Elle le regarda. Elle vit le nom de son fils. Un tout petit sourire, froid comme le marbre, effleura ses lèvres. Elle laissa sonner. La détonation silencieuse venait d'avoir lieu. La guerre avait commencé. Julien resta figé, le téléphone collé à son oreille, écoutant la sonnerie interminable. Chaque tonalité était une gifle, une confirmation qu'il n'était plus dans le cercle de confiance. Elle ne décrochait pas. Sa mère, la femme qu'il pouvait appeler à toute heure du jour et de la nuit pour un conseil ou un chèque, l'ignorait délibérément. La peur, une peur viscérale qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance, se mua en une rage bouillonnante. Ce n'était pas sa faute, il était la victime ici. Il s'était battu pour moderniser ce tas de cailloux, pour le faire entrer dans le XXIe siècle, et voilà comment il était remercié par une obscure manœuvre bureaucratique, sans doute orchestrée par un avocat véreux qui avait réussi à lui monter la tête. Elle était vieille, après tout, influençable, confuse. Il fallait que le monde le sache, il fallait qu'il contrôle le récit. Il ouvrit son ordinateur portable, les doigts tremblants de rage, et se connecta à la page Facebook du groupe Les Amis de Rochefort, un forum public suivi par toute l'élite viticole de la région. D'un seul trait, il rédigea une publication, un chef-d'œuvre de victimisation calculée. Mes chers amis, c'est avec le cœur lourd que je dois partager une nouvelle troublante. Ma chère mère, Françoise, que vous connaissez et aimez tous, est tombée sous l'influence de forces extérieures qui ne souhaitent pas le bien de Rochefort. Agissant sur des conseils malveillants, elle a initié une action légale hostile pour bloquer mes efforts visant à sécuriser l'avenir financier du domaine pour les générations à venir. Je crains que son état de fragilité soit exploité. Priez pour elle et pour notre famille, en ces temps difficiles où la tradition est menacée par des agendas cachés. Je ne me battrai pas contre ma mère, mais je me battrai pour son héritage. #Sauvons Rochefort. À Paris, l'assistante d'Élise tendit une tablette à la juge. L'écran affichait la publication de Julien. Le nombre de réactions, des cœurs, des visages tristes, des commentaires de soutien confus, augmentait de minute en minute.
Élise lut le texte à voix haute, sa voix devenant plus glaciale à chaque mot. État de fragilité exploité. L'ordure. Il ne se contente pas de voler, il peint elle en vieille folle sénile pour s'attirer la sympathie du public. Il la dépouille de ses biens et de sa dignité en une seule publication. C'est une diffamation publique pure et simple. C'est un crime en soi. Françoise, assise en face d'elle, ne regardait pas l'écran. Elle fixait la ligne d'horizon parisienne. Son visage était une toile vierge, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il utilise des armes modernes et bruyantes. Nous allons utiliser une arme ancienne et silencieuse. L'honneur de la famille. Elle se tourna vers Élise, sa décision prise. Ton greffier a envoyé la mise en demeure, maintenant j'envoie la preuve. Pas à des inconnus sur Internet, à quelqu'un qui écoutera, à quelqu'un qu'il respecte, ou du moins qu'il craint. Gérard, murmura Élise, comprenant instantanément. Le frère de son défunt mari, le patriarche par intérim de la famille élargie, un homme pour qui le nom Rochefort était plus sacré que la Bible. Françoise hocha de la tête. Elle se leva, se dirigea vers le secrétaire d'Élise et s'assit. Elle n'écrivit pas un long plaidoyer. Sa contre-attaque fut un acte d'une simplicité et d'une précision chirurgicale. Elle rédigea un nouvel email. Le destinataire, gérard.rochefort@notaire.fr. L'objet, testament moral. Le corps du message ne contenait qu'une seule phrase. Puis elle joignit un seul document. Une copie numérisée en haute résolution du document relié en cuir bleu, les statuts de 1985 avec l'article 7 bis, la clause de la gardienne, surlignée en jaune. Elle appuya sur envoyer. Le clic de la souris fut le seul son dans la pièce. À 200 km de là, dans la ville endormie de Beaune, Gérard Rochefort, un homme de 75 ans à la posture droite et à la mine sévère, lisait ses emails. Il passa sur les notifications professionnelles jusqu'à ce que l'email de Françoise attire son attention. L'objet l'intrigua. Il l'ouvrit. Il lut d'abord la phrase. « Gérard, Julien a l'intention de vendre l'âme de notre famille. Voici le testament de ton frère. Agis en conséquence. » Intrigué, il cliqua sur la pièce jointe. Ses yeux qui habitués à déchiffrer le jargon juridique parcoururent les statuts. Il s'arrêta sur la clause surlignée. Il la lut une fois, puis 2 fois. Un frisson le parcourut. C'était la volonté de son frère codifié. C'était l'essence même de leur pacte familial, préserver l'héritage à tout prix. C'était une forteresse juridique conçue par Françoise des années auparavant, et son neveu était en train de la dynamiter, tout en pleurnichant sur la place publique. Le visage de Gérard passa de la confusion à une fureur froide et patriarcale. La publication de Julien, qu'un ami venait de lui transférer, n'était plus un appel à l'aide, mais une trahison publique de nom de la famille. Il prit son téléphone. Il n'appela pas Françoise. Il n'appela pas ses avocats. Il appela Julien. « Oncle Gérard, Dieu merci, tu appelles. As-tu vu ce qui se passe, maman ?»« Silence !» coupa Gérard d'une voix qui aurait pu fondre la pierre. « Tu as osé salir le nom de ton père en public. Tu as osé qualifier de fragile la femme qui a construit ce domaine pendant que tu apprenais à compter. Je viens de lire les statuts. Je viens de lire le testament de mon frère. Le seul conseil malveillant ici, c'est ta propre cupidité. Tu as perdu le récit. Tu as perdu l'honneur. Et à partir de cet instant, tu m'as perdu moi aussi. Règle ça avec la cour. Ne m'appelle plus jamais. » Gérard raccrocha. Le clic fut comme un coup de marteau sur un cercueil. Julien resta immobile, le téléphone à la main, le visage blême. Il n'était plus la victime, il était un paria. Il avait joué la carte publique et il avait perdu. Le pouvoir venait de basculer, non pas par une décision de justice, mais par un verdict familial. La guerre pour le récit était terminée. La guerre pour sa survie recommençait. Le verdict de l'oncle Gérard n'avait pas été une simple réprimande. C'était une exécution sociale. Julien errait dans le grand manoir de Rochefort comme un fantôme dans son propre royaume en ruine. Les appels du consortium hôtelier étaient passés de l'excitation à une impatience glaciale.
La mise en demeure de la juge Renaud était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, paralysant toute action. Son plan, autrefois si brillant, s'était effondré en un tas de cendres juridiques. Acculé, il ne lui restait qu'une seule arme, la plus ancienne et la plus méprisable de son arsenal, l'amour maternel. Il ravala sa fierté, ou du moins ce qu'il en restait, et conduisit jusqu'à Paris. Il n'appela pas en avance, et il se présenta à la porte de l'appartement d'Élise, comptant sur l'effet de surprise et sur un reste de pitié qu'il espérait encore trouver dans le cœur de sa mère. Françoise le reçut dans le salon, la juge Renaud, ostensiblement absente. « Maman, pardonne-moi, j'ai été un idiot, un imbécile arrogant. Je ne sais pas ce qui m'a pris, la pression, le désir de faire mes preuves, j'ai tout gâché. Mais je suis venu pour réparer, pour tout annuler. Dites à ton ami la juge de laisser tomber et nous pourrons oublier tout ça. Nous sommes une famille. Rochefort a besoin de nous, j'ai besoin de toi. » Il tenta de s'agenouiller, une performance pathétique de contrition. Des larmes de crocodile brillèrent dans ses yeux. Il s'attendait à des cris, des reproches, une catharsis émotionnelle qu'il pourrait leur manipuler. Il ne reçut rien de tout cela. Françoise le regardait comme un entomologiste étudierait un insecte particulièrement prévisible. Elle prit une gorgée de son thé. « Tu ne demandes pas pardon pour la trahison, Julien. Tu demandes un cessez-le-feu parce que tu as perdu la guerre. Cesse de me prendre pour une idiote. Va-t'en. » Le choc sur son visage était total. Ce n'était pas la réprimande d'une mère blessée, mais le licenciement d'un supérieur hiérarchique. Humilié, furieux, il battit en retraite. L'offensive suivante vint par procuration. Le lendemain, le téléphone de Françoise sonna. Ce n'était pas Julien, mais sa femme Agnès. « Françoise, c'est une honte. Comment osez-vous faire ça à votre propre fils? Le détruire, le couper de sa famille, de son oncle. Vous n'avez donc aucun cœur? Pensez-vous une seule seconde à vos petits-enfants? À leur avenir, vous allez tout détruire par pire orgueil. Ce domaine a besoin d'un homme pour le diriger, pas des caprices d'une vieille femme qui... » « Agnès, l'interrompit Françoise, sa voix soudainement basse et tranchante comme un éclat de glace. Laissez-moi vous poser une question. Le virement de 95 000 € depuis le compte d'exploitation de Rochefort vers un concessionnaire automobile à Genève en mars dernier pour frais de consultation agricole. C'était pour assurer quel genre d'avenir exactement? Celui des vignes ou celui de votre nouvelle Porsche Cayenne? Le silence à l'autre bout du fil fut total. Agnès suffoqua. Elle ne pensait pas que quiconque ne remarquait ces choses. Elle ne savait pas que Françoise, même mise au banc, lisait encore chaque relevé bancaire avec la précision d'un auditeur fiscal. Elle avait cru que son mépris la rendait aveugle. C'était le contraire. Il l'avait rendue vigilante. « Ne m'appelle plus jamais », ajouta Françoise avant de raccrocher doucement, laissant Agnès se noyer dans son propre silence coupable. Il ne restait plus qu'une seule carte à jouer pour Julien et Agnès, la plus sale, la plus vile, le gambit dépravé. Quelques jours plus tard, alors que Françoise s'était assise seule, le téléphone sonna à nouveau. Elle reconnut le numéro. C'était le numéro de la tablette de sa petite fille de 10 ans, Chloé. Son cœur se serra, une douleur réelle cette fois. Elle répondit, rajoutant si elle allait suivre. Grand air, la voix de la petite était tremblante, clairement bouchée. Papa dit que tu es fâché contre nous et que tu veux nous enlever la maison. Maman n'arrête pas de pleurer. Est-ce que tu nous aimes plus? L'attaque était parfaite, une manipulation si cruelle qu'elle vissait le cœur même de son identité de matriarche. Françoise fermait les yeux à l'instant, absorbant le venin. La colère monta, brûlante, mais elle la maîtrisa. Elle ne laisserait pas son fils transformer son enfant en pion. Pas semaine puis. Elle ouvrit les yeux. Sa stratégie se forma avec la clarté absolue. « Chloé, ma chérie, bien sûr ce que t'aimes. Je t'aimerais plus que toutes les vignes du monde. Ton papa et ta maman sont un peu confus en ce moment, mais cela n'a rien à voir avec toi. Écoute-moi. » Elle se leva et alla vers une vitrine. « Sais-tu quel était le jeu préféré de ton grand-père? C'était de cacher des trésors. Il y a un trésor pour toi ici, à Paris. Un que lui et moi voulions te donner quand tu serais assez grande. Je pense que tu es assez grande maintenant. Peux-tu demander ton papa de t'amener ici demain après l'école? Juste toi et moi, pour un secret. » L'enfant est enchanté de répondra. Julien
pris dans sa propre manœuvre, ne put refuser sans passer pour le monstre qui empêchait sa fille de voir sa grand-mère. Le lendemain, il déposa Chloé devant l'immeuble parisien, le visage renfrogné. Françoise attendait. Elle ne la regardait même pas. Elle prit la main de Chloé et la conduisit à l'intérieur, dans le salon, sur la table, reposait une boîte en bois usée. Ton grand-père, mon amour, pensait que le vrai héritage n'est pas quelque chose que l'on vend, mais quelque chose que l'on fait grandir. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, sur un lit de velours et délicat et un carnet en cuir vierge. C'était mes outils. Quand j'ai créé la vigne la plus spéciale de Rochefort, la cuvée Pontoise, ces outils et ce carnet sont à toi maintenant. Le domaine, ce n'est pas un domaine, ma chérie, c'est un jardin. Et toi, tu es la nouvelle jardinière. C'est notre secret. Elle prit une photo d'elle et de Chloé, souriante, avec la boîte ouverte entre elles. Quelques minutes plus tard, elle envoya la photo par SMS à Julien et Agnès, sans aucun texte, juste la photo. L'image de la véritable héritière recevant le véritable héritage. C'était un message clair. Vous avez utilisé mon amour pour ma petite fouille comme une arme. Je l'ai transformée en un bouclier. Et je viens de lui donner la seule chose qui compte vraiment, la chose que vous ne comprenez pas. Vous avez perdu. Une fois de plus, la dernière habitée d'échouer. Julien et Agnès n'avaient plus de munitions. Il ne restait plus que la peur. Le jour du jugement n'arriva pas avec un drame théâtral, mais avec le sang-froid et impersonnel de la loi. Une convocation officielle, livrée par huissier, avait ordonné à Julien de se présenter dans les chambres de la juge Élise Renaud à la cour d'appel de Paris. Ce n'était pas une invitation, mais un commandement. Il entra dans la pièce, et l'air même sembla lourd de conséquences. Les murs étaient lambrissés de chaînes sombres, les étagères remplies de volumes de droit reliés en cuir qui semblaient avoir absorbé un siècle de secrets. Julien, dans son costume italien autrefois si imposant, paraissait maintenant petit, sa confiance évaporée, remplacée par une pâleur cireuse. Françoise était assise dans un fauteuil sur le côté, une observatrice silencieuse et digne. Sa présence, une encre de calme dans la tempête. Mais le centre de gravité de la pièce était Élise. Assise derrière son bureau massif, elle portait sa robe de magistrat noire avec une épitoge bordée d'hermine. Elle n'était plus l'amie de Françoise. Elle était l'incarnation de la justice de l'État et son regard ne contenait ni chaleur ni pitié. Monsieur Rochefort, commença Élise, sa voix claire et dénuée de toute émotion. Nous sommes ici pour statuer sur la validité de la transaction initiée par vos soins le 24 octobre concernant le transfert des actions majoritaires du domaine de Rochefort. Les faits sont les suivants. Vous avez fait signer à votre mère, Françoise de Rochefort, un acte de cession. Vous avez ensuite entamé des négociations avec un consortium hôtelier dans le but de liquider les actifs viticoles du domaine. Est-ce exact ? C'était dans un but de modernisation, pour assurer l'avenir. J'ai posé une question simple, Monsieur Rochefort. Est-ce exact ? Oui ou non ? Coupa Élise, son regard d'acier le clouant sur place. Oui, le mot fait à peine un murmure. Bien. Élise ouvrit le document relié en cuir bleu qui reposait devant elle. Il a été porté à l'attention de cette cour que votre initiative contrevient directement au statut fondateur de la société, spécifiquement l'article 7 bis, connu sous le nom de la clause de gardienne. Cette clause, que je vous lis, toute cession des actions majoritaires doit être ratifiée par un arbitre indépendant désigné, dont le secrétaire des validations et la préservation de l'héritage de la pérennité viticole du domaine. La clause stipule que tout acte contenant ce principe est rendu, je cite, nul et non abus. Et la issue du document fixe Julien. En ma qualité d'arbitre nommé dans les 10 statuts et après examen des preuves démontrant votre intention de détruire l'héritage de viticole pour un profit financier, je déclare la transaction proposée comme étant une violation directe de l'article 7 bis. Par conséquent, l'acte de cession que vous avez fait signer à votre mère est,
à compter de cet instant, juridiquement inexistant. Le contrôle total et la propriété du domaine de Rochefort sont et restent dans les mains de Françoise de Rochefort. Cette audience est levée. Ce fut tout. Pas de sermon, pas de condamnation morale, juste le coup d'âge propre et final de la procédure. Julien s'effondra dans sa chaise, l'air s'échappant de ses poumons dans un sifflement pathétique. Il regarda sa mère, cherchant une réaction, un signe, mais Françoise ne lui accorda pas un regard. Elle se leva, fit un léger signe de tête respectueux à la juge et sortit de la pièce, laissant son fils au milieu des ruines de son arrogance. Le verdict était tombé. La fin. Un mois après, l'épilogue se déroula non pas dans un palais de justice, mais dans un appartement exigu et sans âme du 15e arrondissement. Julien y était assis au milieu de cartons à moitié déballés. La débâcle avait été totale. Le consortium hôtelier, après avoir reçu une notification officielle de la Cour, s'était retiré avec une menace de poursuite pour perte de temps et de ressources. Ses comptes en banque, vidés par les premiers d'avocats, étaient maintenant assiégés par des créanciers. Agnès, voyant que le navire tout level la quittait, emmenant Chiérès et le sang derrière une note concise en expliquant qu'elle n'avait pas signé pour ça. Il était seul. Son téléphone sonna. Ce n'était pas un ami. C'était un recouvreur de dettes. Il l'ignora. Il prit son téléphone, les mains tremblantes, et rédigea un dernier message, un dernier appel jeté dans le vide. Un SMS adressé à maman. J'ai tout perdu. L'argent, Agnès, Chian, ma vie est finie. Pardonne-moi, s'il te plaît, aide-moi. Mon fils. Dans le calme du salon du domaine de Rochefort et les rayons des livres, Françoise sentit son téléphone vibrer. Elle le regarda. Et le message de Julien. Le texte d'un étranger qu'elle avait autrefois connu. Elle resta silencieuse un instant, le visage impassible. Une entrée ni haine ni tristesse. Elle avait la résolution tranquille de quelqu'un qui trouve un livre et avec une nation décisive. Elle ouvrit le contact de Julien. Elle appuyait sur modifier. Elle appuyait sur supprimer le contact. L'écran afficha. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce contact? Elle appuyait sur supprimer. Le grand livre était maintenant équilibré. Le deux d'œuvre des pays. Le printemps est revenu sur le domaine de Rochefort. Les vignes, qui avaient failli être rasées pour du béton, étaient lourdes de promesses vertes. Le manoir, autrefois étouffé par une tension silencieuse, respirait à nouveau. Il n'y avait pas eu de célébration, pas de champagne sabré sur la terrasse. La victoire de Françoise n'était pas une conquête, mais une restauration, une remise en ordre silencieuse de l'uninaire. Elle n'était pas revenue en tant que vengeresse triomphante, mais en tant que gardienne revenue à son poste. Sa nouvelle vie n'était pas une construction nouvelle, mais une rénovation minutieuse de l'ancienne. Elle se leva avec le soleil, non pas pour superviser une armée d'employés, mais pour marcher seule dans ses vignes, les mains dans la terre. Elle avait recommencé à tenir ses carnets, sa calligraphie élégante documentant la croissance, le temps, la vie. Le domaine n'était plus un champ de bataille, il était redevenu un jardin. Et chaque jardin a besoin d'un apprenti. Chaque samedi, une petite voiture déposait Chloé à l'entrée du domaine. La fillette, libérée de la prison de la loyauté parentale, se précipitait dans les bras de sa grand-mère. Elle ne parlait jamais de Julien ou d'Agnès, elle parlait de choses bien plus importantes. Comment distinguer un bourgeon fructifère d'un bourgeon à bois, l'odeur de la terre après la pluie, le goût d'un raisin cueilli à la vigne, encore chaud du soleil de l'après-midi. Françoise n'était pas en train de former une viticultrice. Elle cultivait une âme. Elle transmettait le seul héritage qui ne pouvait ni être acheté, ni vendu, ni volé. Le respect de ce qui vit. Assise sur un vieux banc de pierre surplombant la vallée, Glouré dessina les feuilles de vigne dans le carnet en cuir que sa grand-mère lui avait offert. « Tu vois, ma chérie, dit doucement Françoise en montrant le raisin. Le pouvoir n'est pas de posséder tout cela, c'est de le comprendre, c'est de le servir. Les autres voient des rangées de vignes, toi, tu dois apprendre à voir la famille. Chaque cèdre est un ancêtre avec sa propre histoire. Et notre travail n'est pas d'être les maîtres, mais d'être la mémoire. » La fillette leva les yeux
une compréhension sérieuse brillante dans son regard.